J'ai récemment démarré une nouvelle série de vidéos sur des projets de machine learning et d'intelligence artificielle. Dans la précédente vidéo, je t'ai présenté un projet de construction d'une application de système de recommandation appliqué au film. Donc, on a construit une sorte de système de recommandation à la Netflix. Donc, le but de l'application, en fait, c'était de permettre à l'utilisateur de renseigner le titre d'un film et l'application lui retournait les N films les plus similaires au film qu'il a renseigné. Donc, si tu n'as pas suivi cette vidéo, je te le mets en description. Comme ça, tu pourras aller sur la vidéo et te procurer même le code du projet. Dans cette deuxième vidéo de la série, je vais te présenter un autre projet beaucoup plus d'intelligence artificielle. Il s'agit d'un projet de reconnaissance optique de caractère. Alors, c'est quoi la reconnaissance optique de caractère? C'est tout simplement une application qui vise en fait à automatiser la conversion de textes imprimés ou manuscrits en données numériques. Par exemple, tu as une facture, d'accord, une facture d'électricité. Et cette facture d'électricité se présente sur une feuille, d'accord. Quand tu prends ta facture d'électricité au pays, par exemple, on te l'envoie sous forme de papier. Eh bien, grâce à la reconnaissance optique de caractère, tu pourras extraire des informations numériques sur cette facture-là, d'accord? Et ça a beaucoup d'intérêt en fait parce que ça a beaucoup d'applications, beaucoup de domaines où on peut l'utiliser, ce genre de technique. Il y a par exemple les systèmes de paiement automatique. Les chèques et autres documents financiers contiennent souvent des chiffres manuscrits. Donc, les systèmes de reconnaissance optique de caractère peuvent être utilisés pour automatiser la lecture de ces chiffres, accélérant ainsi le traitement des transactions financières. Il y a aussi la reconnaissance d'écriture pour les formulaires, le système de tri postal, la reconnaissance de l'écriture manuscrite pour l'éducation, la sécurité et authentification. Par exemple, les systèmes biométriques utilisent parfois la reconnaissance des chiffres manuscrits pour l'authentification des individus, notamment dans les signatures manuscrites. D'accord? Donc, on peut vraiment authentifier, par exemple, la signature d'un individu. Je prends l'exemple des stars. Les célébrités, souvent, font des orthographes, ok? Et par exemple, quand tu as un autographe de Michael Jordan, par exemple, Michael Jordan, il est considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps. Quand tu as son autographe, par exemple, qu'il a pour son premier match professionnel en NBA. Aujourd'hui, si tu as ça, si tu possèdes ça, tu peux, par exemple, vendre ça à un prix vraiment très, très conséquent, ok? Mais on aura besoin d'authentifier vraiment que c'est la signature de Michael Jordan. Donc, les systèmes OCR, donc reconnaissance optique de caractère, peuvent aider à sécuriser et authentifier ce genre de signature. Nous allons travailler sur un aspect particulier de la reconnaissance optique de caractère qui est la reconnaissance de chiffres manuscrits. D'accord? C'est une sous-discipline plutôt de l'OCR qui se consacre spécifiquement sur la lecture et l'interprétation des chiffres écrits à la main. Et ça a beaucoup d'applications. Bon, cela étant dit, voilà le contexte. Nous allons utiliser un modèle de machine learning qui sera capable en fait de reconnaître les chiffres manuscrits. D'accord? Et donc, on va fournir une image d'un chiffre manuscrit à notre application web. Elle va nous retourner le chiffre en question. Donc, l'objectif central de ce projet sera de concevoir et de mettre en œuvre un système de reconnaissance du chiffre manuscrit à l'aide des techniques de machine learning. À travers le développement d'une application interactive, on va offrir aux utilisateurs la possibilité de charger des images contenant des chiffres manuscrits, de les pré-traiter de manière adéquate, puis d'obtenir des prédictions de chiffres à l'aide d'un modèle SVM, Super Vector Machine, préalablement entraîné. Okay? Je sais que pour ce genre de tâches, très souvent dans la littérature, vous allez voir que les gens vont utiliser du deep learning. C'est possible, mais j'ai voulu faire simple parce que cette série de vidéos est vraiment destinée aux débutants en machine learning et en intelligence artificielle, et même les intermédiaires, ceux qui n'ont pas encore vraiment, ne maîtrisent pas encore totalement la technique en machine learning. Donc, je fais cette série de projets, en fait, une vidéo par projet, pour les initier et pour leur permettre d'avoir un code de base sur lequel ils peuvent s'appuyer pour travailler. Donc, essayer d'améliorer le code de base que moi, je vais leur fournir
et ainsi construire un projet qu'ils pourront mettre dans leur portfolio et attirer des recruteurs sur leur profil. Donc, ceci étant dit, comment j'ai implémenté de manière technique ce projet? Tout simplement, j'ai utilisé un jeu de données assez célèbre qui se retrouve dans UCI Machine Learning. Il est aussi directement dans Scikit-Learn. Okay? C'est le jeu de données de chiffres manuscrits de l'Université de Californie qui contient près de 1800 chiffres manuscrits. Okay? Donc, vous pouvez trouver cette donnée directement dans Scikit-Learn, dans le module Dataset. Donc, vous l'importez. J'explique chaque code. Donc, les projets, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste d'abord en des notebooks. Les notebooks vous permettront de faire l'expérimentation, d'accord, d'écrire vos codes, d'expérimenter des choses. Et après, il y a maintenant le code même de l'application. Donc ici, il y a le notebook. Après, il y a le code de l'application, c'est le 02 digit recognition. Dans la vidéo précédente, j'avais présenté une page numéro 1 qui est le système de recommandation de films. Donc ici, c'est le système, l'application de reconnaissance de chiffres manuscrits. D'abord, on fait nos expérimentations avec notre jeu de données. Donc, je vous présente le jeu de données. Par exemple, ici, c'est l'affichage du premier chiffre manuscrit. Okay? Donc, premier chiffre manuscrit. Donc, vous avez le premier chiffre manuscrit et vous pouvez aussi regarder, il correspond à quoi ce premier chiffre? Il correspond en fait à 0. D'accord? Donc, l'image que je présente ici, correspond au chiffre 0. OK? Puisque dans le jeu de données, les images sont étiquetées. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser une technique de machine learning supervisée. Les images sont étiquetées. Chaque image, par exemple, si c'est 4, c'est étiqueté 4. Si c'est 5, c'est étiqueté 5. Donc, c'est de 0 à 9. OK? J'explique chaque code comme je le disais. Ensuite, ce qu'on va faire, alors, voilà, je présente ici plusieurs images, en tout cas un ensemble d'images. Par exemple, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. D'accord? Alors, on va diviser, à un moment donné, on va diviser le jeu, notre ensemble de données, en données d'entraînement et de test. Ok, je vous montre comment le faire. J'explique le code aussi. Donc, comme je le dis, chaque code est expliqué. Une fois que j'ai mon jeu d'entraînement, je peux entraîner mon modèle avec mon algorithme de machine learning. Donc, je crée mon modèle et je vais l'entraîner avec mes données. Donc, je vais utiliser un modèle SVM. Ici, c'est plutôt SVC. Donc, c'est le Super Vector Machine pour les tâches de classification. Parce que ici, on est vraiment dans une tâche de classification. OK? Donc, j'explique aussi le code. Et une fois que le modèle a été formé, je peux faire des prédictions sur l'ensemble du test. OK? Et calculer la performance du modèle. Donc, ici, je calcule l'accuracy. OK? Ce qu'on appelle en français les aptitudes globales du modèle. J'obtiens un accuracy de 0,98, ce qui n'est pas mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails des métriques d'évaluation d'un modèle de machine learning. Ça, vous pouvez trouver les explications dans la littérature. Toujours est-il que vous devez forcément évaluer la performance de vos modèles. Je peux aussi construire une matrice de confusion. Donc, la matrice de confusion elle sera beaucoup plus précise que l'accuracy. L'accuracy, c'est une seule valeur, mais on peut regarder vraiment à l'intérieur de notre modèle de classification en construisant une matrice de confusion. Par exemple, ici, vous avez les vraies étiquettes. OK? D'accord? Les vraies étiquettes. Et ici, vous avez les étiquettes prédites par le modèle. On voit que, par exemple, pour l'étiquette 0, OK? Le modèle, il prédit bien. Donc, il prédit que les 33 sont vraiment 33 images sont vraiment d'étiquette 0. OK? Et si je regarde par exemple l'étiquette 3, le modèle prédit que 32 images sont d'étiquette 3 et il fait d'erreurs. Il fait d'erreurs à ce niveau et il prédit que une image est d'étiquette 5 alors qu'elle est d'étiquette 3 et qu'une image est d'étiquette 9 alors qu'elle est d'étiquette 3. Donc, c'est comme ça que vous lisez les chiffres dans votre matrice de confusion. OK? Donc, un modèle en soi, un modèle n'est jamais parfait. OK? Mais selon la situation que vous avez en face, vous devez pouvoir quantifier la performance de votre modèle et aussi quantifier l'erreur que vous pouvez vous permettre. OK? Donc, j'explique le code qui m'a permis de construire cette matrice de confusion. Et supposons que je suis satisfait de mon modèle, je vais l'enregistrer. Donc, j'enregistre mon modèle dans un dossier que j'ai nommé modèle.
Donc, je l'enregistre. Le modèle s'appelle OCR Digit SCM modèle.pkl. J'ai utilisé la librairie JobLib. La librairie JobLib est souvent utilisée pour sérialiser les modèles de machine learning. Donc, je peux maintenant, parce que il faudrait pas à chaque fois réentraîner, réexécuter mon notebook pour pouvoir former le modèle. Donc, c'est pour ça que je l'enregistre à la fin de mon expérimentation. Et puis, je vous invite à essayer d'améliorer ce modèle. Moi, j'ai fait un premier G et j'en suis satisfait. En fait, je n'ai même pas cherché à faire, par exemple, du réglage d'hyperparamètres, etc. Vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs l'objectif de cette série de vidéos. C'est vous fournir un code de base sur lequel vous pouvez vous appuyer et travailler, chercher, essayer d'améliorer ce que moi j'ai fait. Parce que vous n'allez pas présenter ceci tel qu'il est dans votre portfolio. Il faut que vous le préparez à votre guise, quoi, et que vous vraiment vous appréhendez, que vous comprenez très bien le projet. D'accord? Ici, c'est un modèle basique. Essayez de l'améliorer par toutes les techniques que vous connaissez, réglage des hyperparamètres, etc., cross-validation, tout ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes satisfait, enregistrez le modèle. Et une fois que le modèle est enregistré, vous pouvez le charger à nouveau. Donc, je vous montre comment vous pouvez charger votre modèle pour faire une inférence. Donc, faire des prédictions sur des données qu'il n'a jamais vues. OK? Donc, voilà, chers amis, notre projet. Donc, ici, par exemple, j'utilise le modèle pour faire une prédiction. Voilà, l'image, c'est une image du chiffre 4. OK? Et le modèle a prédit effectivement que c'est 4. D'accord? Il s'agit du chiffre 4. Est-ce vrai? Oui, il s'agit bel et bien du chiffre 4. OK? Maintenant, je vais construire l'application web. J'utilise la framework Streamlit. Donc, Streamlit, c'est un package de Python qui permet aux data scientists de construire rapidement des prototypes d'applications web, de faire de l'analyse, de la visualisation de données de manière interactive, ou bien d'implémenter des modèles de machine learning pour permettre aux utilisateurs de consommer ce modèle. Okay? Donc, tout ce que vous avez fait comme expérimentation, le résultat de votre travail, c'est votre modèle que vous allez maintenant intégrer dans une application web. Alors, pour simuler, moi, j'ai créé des images, d'accord? Donc, j'ai pris du papier, j'ai écrit des chiffres, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. J'ai fait un petit traitement au niveau de ces images et je vais utiliser ces images comme entrée à mon modèle. Je vais fournir les images à mon modèle à travers l'application que je vais vous présenter tout de suite et je vais essayer de voir est-ce que mon modèle prédit bien les chiffres sur les images. OK? Donc, ici, je vous mets le code de l'application Streamlit et je vous explique aussi chaque ligne de ce code-là. OK? Donc, voici, chers amis, le projet. Avant de vous présenter l'application en tant que telle, j'aimerais quand même faire une petite discussion. Ce que vous pouvez améliorer déjà, c'est la performance du modèle. Donc, moi, j'ai fait un premier jet. J'ai utilisé les hyperparamètres par défaut. Je n'ai pas fait de réglage d'hyperparamètres alors que dans une situation réelle, vous ne pouvez pas construire un modèle de machine learning sans faire de réglage d'hyperparamètres. OK? C'est ce qui distingue les data scientists seniors des data scientists juniors, par exemple. OK? C'est l'un des aspects qui distingue ces deux mondes. Il faut savoir faire le réglage des hyperparamètres. Et aussi, vous pouvez choisir d'autres algorithmes. Ici, moi, j'ai choisi un algorithme de machine learning ou vous pouvez choisir un algorithme de deep learning qui, en tout cas, en accord si je regarde la littérature, les techniques de deep learning sont quand même plus aptes pour ce genre de tâches-là. OK? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous pouvez améliorer aussi, c'est la qualité des images de chiffres manuscrits utilisés pour les tests. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pris du papier, j'ai écrit les chiffres et j'en ai fait des images que je vais fournir à mon application web et mon modèle va me fournir les prédictions. Donc, il y a un traitement quand même à faire. OK? Comme je vais vous montrer le code de l'application, il y a un traitement qui est à faire pour que ce traitement d'image soit en accord avec le traitement des images qui ont servi à construire le modèle. Donc, notre jeu de données que nous avons utilisé, les images qui sont dans ce jeu de données ont été pré-traitées d'une certaine manière. Il faut que vous aussi, les images que vous allez fournir à votre application respectent ce pré-traitement-là. Sinon, vous aurez le meilleur modèle du monde, mais vous n'aurez pas de bonnes prédictions en fait. OK? Donc, c'est le deuxième aspect sur lequel vous pouvez jouer. Donc, la fonction de pré-traitement des images et, comme je le disais plus haut, expérimenter divers modèles. Par exemple, il peut être bénéfique d'expérimenter des réseaux de neurones convolutifs, par exemple, ce qu'on appelle CNN, ou d'autres algorithmes d'apprentissage automatique beaucoup plus spécialisés dans le traitement d'images.
Donc, voici un projet, un très beau projet pour vous initier à une tâche courante en intelligence artificielle. Donc, pour finir, je vais vous présenter l'application et on va faire une petite démonstration ensemble. Donc, voici l'application Digit Recognition. La première application que j'ai présentée dans la première vidéo, c'était le système de recommandation. Ça, je l'ai déjà présenté. Maintenant, on est sur Digit Recognition. C'est très simple. Vous allez récupérer l'image, une image, et l'application va vous fournir en fait la prédiction. D'accord? Quel est le chiffre inséré dans cette image? Donc, je vais chercher mon image. Par exemple, je vais chercher. Alors, dans le 10D, je pense que je les avais mis dans le 10D. IMG. Je prends par exemple 2. Ok, je charge l'image 2. Tac. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il fait les calculs en arrière-plan, bien sûr. Ça. Et donc, il va charger le modèle. Il va charger le modèle et faire la prédiction. Donc, on attend. Voici l'image. Ok, donc ça, c'est l'image originale. C'est moi qui ai écrit 2, le chiffre 2. Ok, et lui, il va faire un pré-traitement. Et vous allez voir que le pré-traitement n'est pas tellement ouf. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai bidouillé. Et justement, j'ai fait ça exprès pour que vous puissiez chercher à améliorer. Donc, voici l'image traitée. Ok, ça. Donc, quand vous chargez votre image, il vous présente votre image originale et il vous présente l'image traitée. Donc, c'est le code que j'ai écrit en back-end. Après, je clique sur le bouton Predict. Et qu'est-ce qu'il va faire en arrière-plan? Il va charger le modèle et faire la prédiction. Il me dit, la prédiction du chiffre est 6. Alors que c'est 2. On est d'accord que c'est 2. Donc, lui me dit c'est 6. Donc, vous voyez, le modèle n'est pas si parfait. Donc, non, j'ai appuyé 2 fois. Je ne devais pas. Je vais faire l'autre exemple rapidement. Et je vais prendre 6 maintenant cette fois-ci. Ouvrir. Donc, il me présente l'image originale. Il va me présenter l'image pré-traitée. Voilà, c'est pas ouf. Je clique sur Predict et je vois ce qu'il va me donner comme prédiction. Il dit la prédiction du chiffre est 6. Voilà, donc cette fois-ci, ça a marché. Donc, vous voyez, alors, le premier exemple n'a pas marché, le deuxième exemple n'a pas marché. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le modèle n'est pas parfait. Mais j'aimerais quand même que vous travaillez vraiment sur cette application et que vous essayez de l'améliorer au maximum. Une fois que c'est fait, que vous avez bien compris, faites la documentation, insérez-le dans votre portfolio, publiez-le sur vos réseaux, par exemple sur votre LinkedIn. Ça va attirer les recruteurs sur votre profil. Donc, je finis cette vidéo en vous montrant le code de l'application rapidement. Donc, c'est le 02 Digit Recognition. Donc, c'est très simple. J'importe les librairies dans Streamlit, Joblib. J'ai utilisé la librairie PIL. Et j'ai un fichier utile, en fait. Donc, je vais vous montrer. Un fichier Python utile où j'ai mis toutes les fonctions dont j'ai besoin, ok, pour travailler. Et c'est ces fonctions que j'importe ici dans From Utile, import Preprocess Image. Preprocess Image, c'est dans mon fichier utile, ok. Preprocess Image, attendez, c'est où? Je remonte plus haut. Preprocess Image, voilà. Donc, c'est ma fonction de pré-traitement de l'image que l'utilisateur va charger. Ok, donc le seul argument, c'est le chemin de l'image. D'accord? Et il me retourne une image traitée. Traitée en accord avec le traitement qui a été fait sur les données d'entraînement. Ok? Donc, je reviens sur le code de l'application pour vous montrer rapidement. Donc, je charge le modèle. Je donne un titre à mon application, application de reconnaissance de chiffres manuscrits. Donc, je fais le bouton pour permettre à l'utilisateur de déployer son image. Et s'il appuie sur le bouton, d'accord, si il appuie sur le bouton, ok, tout le traitement, tant qu'il n'a pas appuyé sur le bouton, aucun traitement n'est fait. Donc, s'il appuie sur le bouton, il y aura ce traitement. Donc, j'affiche l'image originale donc avec cette ligne de code. Et j'affiche maintenant l'image pré-traitée aussi avec cette ligne de code. OK? Et le bouton de prédiction, c'est très simple. Le bouton de prédiction, j'utilise mon modèle chargé, donc, que j'ai ici, et je fais la prédiction
avec ce code-là, tout simplement. Et je retourne une phrase, la prédiction du chiffre est temps. Je retourne la prédiction. Donc, vous voyez, Streamlit permet vraiment de construire des applications très rapidement, sans forcément être un développeur web ou bien quoi que ce soit de ce genre. Si vous ne connaissez pas Streamlit, j'ai plein de vidéos sur Streamlit sur cette chaîne YouTube. Allez les regarder, allez les visionner, et ça va vous permettre de savoir construire des applications Streamlit. Et aussi, vous avez besoin de savoir construire une multi-app, une Streamlit multi-app. Donc, une application Streamlit avec plusieurs pages. J'ai aussi une vidéo qui en parle. Allez regarder la vidéo. Je mettrai tous les liens nécessaires dans la description pour que vous puissiez avoir toutes les ressources pour travailler sur ce projet. Je tiens à souligner, et ceci est très important, que le code de ce projet, si vous aimeriez vous procurer le code, allez dans la description de cette vidéo. Je mettrai le lien pour vous procurer le code de ce projet. Et quand je dis le code, c'est déjà le notebook avec toutes les explications, toutes les expérimentations que j'ai faites, le code de l'application et aussi la fonction utilisée que j'ai insérée dans le fichier utile, dans le fichier Python utile. OK? Donc, voici, chers amis, ce que j'aimerais vous présenter. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore dans ce genre de présentation. Et pour ceux qui vont essayer d'améliorer le modèle, en tout cas la modélisation, dites-moi les algorithmes que vous avez utilisés. Est-ce que vous avez utilisé par exemple un algorithme de deep learning? Et dites-nous ça en commentaire, comme ça on va apprendre ensemble. Et je vous dis donc à bientôt pour la présentation du troisième projet qui parlera d'analyse de sentiments en utilisant les modèles préformés de Hugging Face. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour vous procurer le code du projet, allez dans la description et vous trouverez un lien qui va vous rediriger vers le code du projet, à savoir le notebook, le fichier Python de l'application et ainsi que le fichier utile où se trouvent toutes les fonctions nécessaires que vous devez utiliser pour l'application. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.